L'anime commence avec la petite Alicia, qui observe avec curiosité la carte de son continent. Elle demande à son père pourquoi le reste du continent apparaît en noir, et ce dernier lui répond qu'en vérité, ils ne le savent pas. En fait, ils ne peuvent connaître que le continent d'Eltea, car les 4 points cardinaux sont gardés par les 4 rois bêtes, lesquels ont exterminé toutes les expéditions qui ont tenté de voir au-delà. Alicia demande à son père si cela signifie qu'ils sont enfermés dans le continent d'Eltea. Il lui répond que l'on pourrait dire que oui. Cependant, il existe une légende selon laquelle un héros mystérieux vaincra les 4 rois des bêtes magiques avec une arme offerte par le roi de Iden, ce qui permettra à l'humanité de découvrir la véritable immensité du monde. Alicia demande à son père si ces rois bêtes sont puissants, et celui-ci lui révèle que chacune de ces créatures pourrait détruire toute la Terre. Alicia pense qu'il est impossible de vaincre un tel être, mais son père lui mentionne que les armes mystiques offertes par le roi de Iden multiplient les pouvoirs de leurs porteurs, amenant leur capacité à des niveaux inimaginables. Alicia, toute excitée, dit qu'elle veut devenir une héroïne pour faire en sorte que le monde devienne bien plus vaste et ne plus rester enfermé sur ce continent. La scène change. Les années ont passé, et on retrouve Alicia, plus âgée, dans un carrosse, en route pour accomplir son rêve. Elle est accompagnée d'autres héros, eux aussi porteurs d'armes légendaires, Olgus, Katz, Milro, Minalch et Mudo. Katz s'intéresse un peu à Alicia, qui ne s'est pas présentée avec le reste du groupe, et on lui demande d'où elle vient. Mais ils sont interrompus par Stéphane, qui leur dit de rester vigilants, car ils se trouvent en territoire des bêtes magiques. Le cocher leur annonce qu'ils ne pourront pas continuer par la route, celle-ci étant trop escarpée. Mais soudain, ils sont attaqués par les bêtes magiques. Les jeunes héros s'organisent rapidement et commencent à éliminer toutes les bêtes sur leur chemin, tout en continuant leur route. Ils démontrent une grande capacité au combat, en particulier Stéphane, qui possède un grand pouvoir destructeur. Après avoir vaincu une hydre et quitté les grottes, ils arrivent au repère du roi des bêtes. Le maître de la montagne lunaire se présente rapidement, surprenant tout le monde. Il s'agit du roi qui règne sur le sud d'Eltea, Clévatès de la lumière de la lune. Malgré son apparence imposante, les héros déclarent vouloir le vaincre. Après tout, ils sont les héros élus. Ils se jettent rapidement sur lui, mais en un instant, Clévatès tue Stéphane d'un seul coup. Olgus l'attaque à son tour, mais il se retrouve décapité. Sans perdre de temps, Clévatès continue d'éliminer les autres héros. Alicia les avertit que les attaques viennent des ombres, et qu'ils doivent les éviter en restant dans les airs. Clévatès attaque alors Alicia, mais elle parvient à esquiver, ce qui attire son attention. Elle est plus futée que prévu. Pendant leur combat, Clévatès pense qu'il n'a pas observé les humains d'aussi près depuis un millénaire. Les héros tombent les uns après les autres. Clévatès se demande comment ces êtres autrefois insignifiants comme des insectes ont réussi à arriver jusqu'ici, et ce qui a bien pu changer en 1000 ans. Alicia parvient à s'approcher suffisamment pour lui entailler la corne. Clévatès, calme, s'interroge sur les intentions de ces humains. S'ils projettent de menacer à nouveau ces terres dans le futur, mieux vaut les étudier un peu. À ce moment-là, tout commence à s'illuminer, et les héros sont anéantis, sauf Alicia, qui reste grièvement blessée. Pendant ce temps, à Hydralt, la capitale du royaume de Iden, les habitants vivent en paix, jusqu'à ce que Clévatès apparaisse soudainement. Ils pensent que tous ces individus se sont présentés comme des héros et ont attaqué ces terres en prétendant avoir été choisis par le roi de Iden. Il en déduit donc que le roi est le cerveau de toute cette affaire et décide d'aller le confronter. Les soldats commencent à l'attaquer, en vain. Il avance à grande vitesse vers le château royal, détruisant tout sur son passage. La garde royale prépare la défense, et dès qu'il est à portée, il lance les catapultes, mais Clévatès détruit tout avec ses queues. Arrivé au château, il pulvérise ce qui se trouve devant lui. On informe le roi de la situation et on lui conseille d'évacuer, mais il répond qu'il sait déjà de qui il s'agit, et que dans ce cas, cela ne servirait à rien de fuir. La priorité est désormais de fermer le fourneau, car le feu de Iden ne doit surtout pas être éteint. À l'extérieur, les chevaliers continuent d'attaquer Clévatès. Celui-ci se demande quelle différence il y a entre les soi-disant héros et ces insectes. Lorsqu'il commence à être attaqué par des arbalètes, il comprend que c'est dû aux armes, et décide de les analyser avant que l'humanité ne devienne plus puissante. Le roi ouvre la porte du fourneau, mais un fracas retentit, et en un instant, tout est propulsé dans les airs. Clévatès lui demande s'il est bien le roi de Iden, ce qui surprend ce dernier. Il lui demande comment une bête magique peut parler leur langue. Clévatès lui conseille de mesurer ses paroles, sans quoi il risquerait de provoquer l'extermination de tous les hominidés. Car il ne s'agirait plus seulement de Iden, mais aussi de Dorn, Org, Slada, Ban et tous les peuples des royaumes d'Eltea. Même s'il tue le roi et détruit son pays, si le reste des hominidés possèdent la même essence, d'autres viendront un jour menacer ces terres. Il veut donc les comprendre et savoir quel genre d'êtres vivants ils sont. Il lui demande pourquoi il veut sa mort. Le roi lui répond qu'un monstre comme lui ne pourrait jamais comprendre. Cela lui coûte la vie, Clévatès le décapite. Décidé, Clévatès entreprend alors d'anéantir tous les hominidés. Mais sur le chemin du retour, il entend les pleurs d'un bébé. Une femme le supplie d'épargner l'enfant.
Clévatès lui demande si elle est aveugle et lui rappelle qu'il est le roi des bêtes, qu'il prévoit d'anéantir l'humanité, et lui dit de haïr le fait que ce bébé soit né humain à Eden, pas lui. La femme répond que les bébés ne choisissent ni leur lieu ni leur moment de naissance, et même si les humains lui ont fait du mal, cela ne justifie pas la mort d'une créature innocente qui ne peut même pas se tenir debout. Clévatès lui dit que pour lui, tous sont pareils. Elle grandira, prendra une épée, et après avoir conquis son propre territoire, elle en envahira d'autres. Les hominidés sont les plus dangereux et agaçants de tous. Mais si elle affirme que cet enfant mérite de vivre, alors qu'elle le prouve ici et maintenant. La femme répond qu'elle ne peut pas, car elle va mourir, mais elle est certaine que cette petite créature le lui prouvera un jour. Sur ces mots, elle meurt. Avant de repartir, Clévatès décide de lui donner une chance et de vérifier s'il mérite vraiment la vie. On nous explique alors qu'il existe 5 tribus sur le continent d'Eltea. Les Sladas, experts en nage et navigation, qui détestent vivre avec d'autres peuples. Les Orgs, un peuple courageux, experts en médecine et chasse. Le peuple de Dorne, le plus nombreux, expert en construction et en guerre, qui a divisé la plaine centrale en 2 royaumes, Elsine et Boilat. Les Iden, les plus anciens, entourés de mystères, très doués en forge et artisanat. Et enfin, la 5e tribu, les Bent, barbares des terres sauvages, puissants individuellement, mais sans unité ni leadership. Le royaume de Iden est petit, mais c'était le seul capable de forger des armes avec du minerai magique et du mana, un savoir détenu uniquement par la famille royale. Ils commerçaient beaucoup avec le royaume de Dorne, et la majorité de leur population était métisse, car les Iden de sang pur étaient très rares. Dans le monde, il n'y avait pas que le continent d'Eltea, mais ses habitants ne pouvaient le savoir, car au-delà se trouvait l'habitat des bêtes magiques. À l'époque actuelle, sur le mont de la Lune, 2 bêtes sont impatientes de dévorer le bébé, mais elles fuient en sentant la présence de Clévatès. Le nourrisson pleure, alors Clévatès utilise l'une de ses queues pour restaurer son énergie vitale et l'endormir. Cependant, cela ne règle pas le problème, car chaque fois qu'il urine ou défèque, il se met à pleurer. Exaspéré, Clévatès le jette à des scarabées. Le petit se met à pleurer désespérément, mais Clévatès l'informe que ces insectes se nourrissent uniquement de son urine et lui demande de rester tranquille pendant qu'il le nettoie. Il se lamente alors, pensant que les bébés grandiraient après quelques nuits de sommeil, et n'arrive pas à croire qu'il n'en soit qu'au tout début. Il se demande pourquoi diable il a accepté cette demande. Mais en tant que roi des bêtes magiques, il serait déshonorant de revenir sur sa parole. Il jure alors de devenir le témoin de la croissance de ce gamin. Nous voyons le corps inerte d'Alicia, on ne sait pas si elle est morte ou évanouie. Un flashback montre Alicia pleurant sur son père gravement blessé, avec une silhouette derrière elle. Puis, elle se remémore les derniers instants de sa bataille et se réveille soudainement, se demandant où elle se trouve. En voyant Clévatès, elle se met en garde. Celui-ci lui dit qu'il a jeté les corps et les armes de ses compagnons au fond de la vallée, et comme elle est la seule qui peut lui être utile, il a décidé de la ressusciter, confirmant qu'elle était bien morte. Il révèle qu'elle peut bouger grâce au sang démoniaque qu'il lui a donné, faisant d'elle un cadavre ambulant. Alicia, incrédule, est interrompue par Clévatès qui lui ordonne de découvrir ses seins. Perplexe, elle lui demande ce qu'il veut dire. Il explique que le bébé a faim et qu'elle devrait se taire et se dévêtir. Il utilise son pouvoir pour la contrôler, la forçant à retirer son armure. Cependant, il s'énerve en constatant qu'elle ne produit pas de lait. Alicia, furieuse, lui répond que c'est parce qu'elle est vierge et que seule la mère peut allaiter son enfant. Clévatès la traite d'inutile, et Alicia, humiliée, lui demande de l'achever. Il réplique qu'elle ne peut pas mourir à cause de son sang démoniaque. Le bébé se met à pleurer, et Clévatès blâme Alicia pour son incompétence. Curieuse, elle lui demande pourquoi il s'occupe d'un bébé humain. Il répond que cela ne la regarde pas, mais bien qu'elle ne puisse pas produire de lait, elle lui sera utile autrement. N'ayant pas les connaissances pour s'occuper d'un nourrisson humain, il ordonne à Alicia de lui dire comment satisfaire sa faim, utilisant son pouvoir pour la soumettre. Alicia explique qu'en l'absence de la mère, il faut une nourrice, une femme capable de produire du lait. Si aucune parente n'est disponible, on peut en engager une contre de l'argent, ou dans leur cas, un troc avec les minerais magiques abondants dans la montagne. Tout en parlant, Alicia pense que si elle avait son épée, elle tenterait de frapper Clévatès, mais elle réalise qu'elle ne pourrait pas lui faire de mal, même armée. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour trouver une nourrice. Alicia l'arrête, arguant que s'il se présente ainsi dans un village, il causera la panique. Elle propose de prendre le bébé et de chercher une nourrice à sa place, pensant qu'il faut les séparer, même si elle ignore pourquoi ils sont ensemble. Clévatès refuse de lui confier le bébé, car s'il mourait hors de sa vue, cela ne lui conviendrait pas. Cependant, il admet qu'elle a raison, pour que l'enfant grandisse comme un humain, il ne peut pas rester sous sa forme actuelle. Il utilise son pouvoir pour prendre l'apparence de celle qui lui a confié le bébé. Alicia est stupéfaite de le voir se transformer. Clévatès décide qu'ils ont besoin de noms pour s'intégrer à la société humaine. Il baptise le bébé Luna et se présente à Alicia, lui demandant son nom avant de se mettre en route. Plus tard, près d'un ruisseau, Alicia baigne Luna,
se lamentant d'être tombé si bas. Le bébé lui urine dessus, et Clévatès lui ordonne de la nettoyer correctement, moquant ses efforts en comparaison des insectes de sa caverne. Alicia se plaint de ne pas pouvoir lui désobéir, tandis que Clévatès continue de la réprimander, exigeant qu'elle fasse les choses correctement. Elle remarque qu'il est perfectionniste malgré son statut de monstre. Peu après, Luna est propre et heureuse. Clévatès ordonne à Alicia de changer ses vêtements tachés de sang, affirmant que même les bêtes magiques du coin sont plus propres qu'elle. Il lui demande aussi de se laver et de nettoyer le tissu enveloppant Luna. En lavant ce tissu, Alicia découvre, choquée, qu'il porte l'écusson de la famille royale de Iden, réalisant que le bébé est de sang royal. Pendant ce temps, un Iden parcourt les ruines du royaume, cherchant des survivants et déplorant le désastre prévisible de la lutte contre le roi des bêtes. Il se demande si le roi est devenu fou. Selon le plan, ce jour-là devait être celui du baptême, et la princesse devait fuir le château avec l'enfant. Désespéré, il cherche quelqu'un de vivant. Ailleurs, une faction de Dorne observe les ruines, concluant que la légende n'était qu'une légende. Le commandant Dorel annonce à ses soldats qu'il va informer l'empereur de la situation, car la faction d'Aisling tentera probablement de s'emparer de la technique de forge des minerais magiques de la famille royale. Leur mission prioritaire est de voler cette technique avant les autres pays. Dorel part pour la frontière afin de réorganiser l'armée et ordonne à Ménard de rester pour chercher des survivants de la famille royale, en les maintenant en vie. Ménard assure qu'il n'y a pas de souci. Alicia, horrifiée, demande à Clévatès ce que cela signifie, s'il a enlevé un enfant de la famille royale. Clévatès, curieux, ignorait qu'il s'agissait d'un royal. Il précise qu'il ne l'a pas enlevé, mais qu'on le lui a confié. Réalisant que l'enfant était sous les décombres du château qu'il a détruit, il comprend qu'il appartient à la famille du roi. Alicia, choquée, lui demande ce qu'il a fait. Clévatès répond qu'ils l'ont attaqué en premier. Déconcertée, Alicia explique que si le roi est mort, tout le monde cherchera cet enfant de sang royal pour la technique de forge des minerais magiques, réservée à la famille royale de Iden. Clévatès observe Luna, comprenant qu'elle porte un destin inéluctable, mais trouve cela fascinant. Il décide de faire d'elle une reine, lui-même agissant comme un ministre dans l'ombre. Auparavant indifférent à la conquête, il trouve excitant d'observer le comportement des hominidés depuis le sommet et d'envoyer ses serviteurs s'infiltrer pour les exterminer à sa guise. Alicia réalise qu'elle a aggravé la situation en parlant trop. Clévatès lui ordonne de se mettre en route pour nourrir Luna. Alicia tente de se calmer, sachant que même si Luna retournait dans son pays, un étranger cornu comme Clévatès ne serait pas accepté. Bien qu'il puisse changer d'apparence, elle est certaine qu'il ne peut cacher sa corne. Elle ne comprend pas son obsession pour Luna, mais sait que si quelqu'un tentait de la lui arracher, il pourrait exterminer tous les hominidés. Elle décide que sa dernière mission en tant qu'héroïne sera d'empêcher cela à tout prix. Clévatès la réprimande pour marcher trop lentement. Alicia tente de l'avertir qu'il y a quelqu'un derrière lui, mais un bandit lui brise soudainement le cou. Ils sont rapidement encerclés. Alicia pense qu'ils sont finis, mais Clévatès s'effondre, mort en un instant, la plongeant dans la panique. Un bandit l'assomme, l'envoyant dans l'inconscience. L'anime commence dans un bois très paisible où se trouve une seule maison au centre. C'est ici que nous faisons la connaissance de notre protagoniste, Ryo Mijara, qui se lève de son lit pour observer ce qui l'entoure. En sortant et en jetant un coup d'œil au bois, la première chose qu'il fait est de réciter un petit enchantement pour faire apparaître un petit amas d'eau au-dessus de sa main. Dans un changement de scène, nous voyons ce qui s'est passé quelques instants plus tôt, avant son arrivée ici. Ryo reprend soudainement conscience et se rend compte qu'il se trouve dans un endroit inconnu. À travers la brume, un homme apparaît et lui indique que ce n'est pas l'au-delà. Une fois qu'ils peuvent se voir clairement, cet homme lui demande s'il s'appelle Ryo Mijara, ce à quoi Ryo répond par l'affirmative. Soulagé, l'homme lui dit qu'il n'a pas reçu de visiteur depuis longtemps. Sans détour, il informe Ryo qu'il a perdu la vie dans un accident. Sans montrer de surprise, Ryo dit qu'il s'en souvient, et on peut voir qu'il a probablement été renversé par un véhicule. Il demande alors à l'homme s'il est Dieu, mais celui-ci répond que non, qu'il peut le considérer comme quelque chose de plus proche d'un ange, et qu'il est prêt à répondre à ses questions. Ryo décide de l'appeler Michael et lui dit qu'il est conscient qu'il va réincarner. Il veut savoir ce qu'il doit faire maintenant qu'il va revivre. Michael lui répond de vivre sa vie comme il l'entend, qu'on ne lui a pas assigné de mission particulière ni d'objectif précis. Cela fait réfléchir Ryo, et après quelques secondes, il exprime son souhait d'avoir une vie paisible et tranquille. En réponse, Michael lui indique qu'il va réincarner dans un monde avec de la magie, appelé Phi. Dans ce monde, une personne sur 5 a la capacité d'utiliser la magie, et l'attribut de Ryo sera l'eau. Comme il souhaite une vie paisible, il réincarnera dans la forêt de Rondo, où une maison et de la nourriture pour 2 mois lui seront fournis. On voit Ryo inspecter le garde-manger, qui est gelé, ce qui lui fait penser que cet état est maintenu par la magie. Michael l'informe également que les monstres ne pourront pas s'approcher de sa maison grâce à une sorte de barrière protectrice. Ryo remarque que l'accident a dû être grave pour qu'on lui offre toutes ces commodités. De retour dans le présent, Ryo commence à expérimenter la magie pour la première fois. En s'entraînant,
il découvre qu'il n'est pas nécessaire de parler pour créer de la magie, tant qu'il visualise ce qu'il veut faire. Cela le déçoit un peu, car il aime les incantations verbales et crier ses pouvoirs. Il remarque qu'il ne peut invoquer que de l'eau froide, ce qui l'empêche d'utiliser la baignoire de la maison pour prendre un bain chaud. À court d'options, il prend un morceau de bois pour essayer de faire du feu, mais après un moment à frotter des bâtons, il abandonne, réalisant à quel point c'est difficile. Laissant cela de côté, il se concentre sur la tentative de geler l'eau dans un seau, sans succès. Voulant créer de la glace, il s'efforce davantage, car il est intéressé par un sort qui lui permettrait de créer des lances de glace. Il réduit alors la taille de l'eau, en extrait la chaleur, et visualise les molécules d'eau. Ensuite, il lie l'élément oxygène à l'élément hydrogène d'une molécule voisine, ce qui lui permet de créer de la glace. Heureux, il remercie les liaisons hydrogène. Ensuite, il entreprend de lui donner une forme. Il fabrique une sorte de loupe qu'il utilise pour amplifier la lumière du soleil et diriger la chaleur sur de l'amadou, créant ainsi du feu. Le soir venu, il peut enfin profiter d'un bon bain avec de l'eau chaude et reconnaît qu'il a beaucoup progressé pour son premier jour. Il pense qu'il devrait pouvoir créer de l'eau chaude de la même manière qu'il crée de la glace, ce qui le conduit à dire que la magie est très utile et qu'il aura beaucoup à faire à partir du lendemain. En se réveillant, il mange un peu de viande et se rappelle que Michael lui a laissé de la nourriture pour 2 mois, ce qui signifie qu'il devra chasser une fois les réserves épuisées. Comme la forêt n'est pas protégée par la barrière, il suppose qu'il y a des monstres à l'extérieur, mais il sait qu'il ne peut pas s'y aventurer avec un simple couteau, il a besoin de magie d'attaque. La nuit, il ne peut pas non plus cuisiner. Sans perdre de temps, il sort pour pratiquer sa magie, la balle d'eau, et s'enthousiasme du succès de son premier sort d'attaque, bien qu'il remarque qu'il manque de puissance. Il décide alors de transformer la balle d'eau en jet d'eau, visualisant un jet d'eau fin et rapide. Cependant, le jet s'affaiblit rapidement et ne va pas loin, ce qui le fait considérer cela comme un échec. Il se souvient alors d'une question qu'il a posée à Michael, comment utiliser la magie. L'ange lui a répondu que l'essence de la magie est la visualisation, et qu'il doit visualiser une image tout en gagnant de l'expérience. À partir de là, Ryo s'entraîne à répéter le jet d'eau encore et encore, et après quelques heures, il observe que son attaque commence à prendre forme. En rentrant chez lui, il découvre qu'en inversant le processus de création de glace, il peut créer de l'eau chaude, bien qu'en s'y plongeant, il se brûle. Le lendemain, il entreprend de créer de la glace directement dans l'air, notant que le processus est assez lent, mais réalisable. Il appelle ce sort lance de glace, mais lorsqu'il le projette, il s'effondre après à peine 1 mètre. Conscient que ce sort n'est pas viable en combat réel à cause de ses limitations, il décide de s'entraîner davantage. Petit à petit, il enchaîne plusieurs sorts, maintenant un rythme jusqu'au crépuscule. À ce moment, la fatigue le frappe soudainement, le faisant tomber à genoux, et il sent qu'il va s'évanouir, ce qui lui fait penser qu'il a épuisé son mana. Cette nuit-là, il réalise une chose importante, il doit allumer le feu pendant la journée, car son seul moyen repose sur la lumière du soleil. En d'autres termes, il se retrouve sans dîner, incapable de cuisiner. Le lendemain, il reprend l'entraînement de sa magie, et il continue ainsi les jours suivants. Après un certain temps, il voit les fruits de ses efforts, il peut désormais créer la lance de glace instantanément, bien qu'il ne parcourt toujours pas une grande distance. Il estime qu'il est temps de s'aventurer hors de la barrière, ce qu'il fait, armé d'une lance qu'il a créée. En avançant un peu, il arrive à une rivière et trouve ce qu'il cherchait, du quartz, qu'il utilise comme silex pour faire du feu, même sans soleil. Avec cette ressource précieuse, il part à la recherche d'une herbe antidote, considérant que la trouver rendrait son aventure pleinement réussie. À ce moment, il se retourne et aperçoit un monstre, un sanglier mineur. Face à cette situation, son corps se tend, car ce n'est pas une bonne nouvelle. Il se fige de peur lorsque le monstre charge pour l'attaquer. Quelques secondes avant l'impact, des images surgissent dans son esprit, le faisant réagir. Il esquive rapidement en sautant sur le côté. Lorsque le sanglier mineur attaque à nouveau, Ryo se souvient qu'il peut utiliser la magie. En guise de contre-mesure, il crée un chemin de glace qui fait glisser le monstre vers lui, et comme attaque finale, il forme un amas de glace avec des lances pointées vers l'avant, comme un bouclier de pieu. Le monstre s'y écrase et subit une mort instantanée. Ce soir-là, Ryo rentre chez lui pour lire l'encyclopédie des monstres et découvre que le sanglier mineur est le rang le plus faible. Il note également que, bien que l'encyclopédie soit basique, les 2 dernières pages sont spéciales, contenant des informations sur les dragons, des êtres capables de détruire une ville entière sans effort ni aide. On y conseille de fuir immédiatement si l'on en voit un, bien que cela soit probablement impossible. Il est aussi question des diablotins, qui ne sont pas des anges déchus, mais dont l'origine est inconnue. Une note indique qu'on prie pour que personne n'en rencontre. Ryo se demande à quoi cela lui sert de savoir cela, mais en y réfléchissant, il comprend que ce monde est plein de surprises. Ensuite, il s'aventure à nouveau pour collecter des fruits, savourant l'un d'eux pour son équilibre parfait entre acidité et douceur. Soudain, il est attaqué par un monstre volant. Après avoir esquivé son attaque, celui-ci lance une lame de vent qui, heureusement, ne le touche pas.
Cela lui fait penser que le niveau de danger a brusquement augmenté. Tout en fuyant, il place des boucliers de glace pour éviter les attaques. Il identifie ce monstre comme un faucon assassin, qui utilise en taille aérienne, un sort de vent invisible, et attaque avec son bec et ses griffes après avoir chargé. Ne pouvant échapper à la bête, il décide de se battre. Il arrête de courir et tire plusieurs jets d'eau dans sa direction. Le faucon esquive en manœuvrant dans les airs, puis charge à grande vitesse. Ryo crée un bloc de glace dans l'air, contre lequel le monstre s'écrase. Après l'impact, le faucon s'effondre à plusieurs mètres. Alors que Ryo s'approche pour se préparer, le monstre se relève rapidement et s'envole à nouveau. Ryo remarque que l'œil du faucon est blessé, et après quelques secondes, il fait demi-tour et s'enfuit. Le danger écarté, Ryo s'allonge sur le sol pour prendre un repos bien mérité, acceptant qu'une vie paisible est difficile à obtenir. Ayant fui le faucon sur une longue distance, il perd l'orientation par rapport à sa cabane. En avançant, il pense qu'il devrait être proche, mais il découvre quelque chose de brillant, un homme en armure sans tête, accompagné d'un cheval sans tête. Le lendemain, Ryo continue d'explorer le bois, profitant du chemin pour vaincre les bêtes qui menacent sa vie ordinaire, cette fois en utilisant avec succès la lance de glace. Il parvient à retrouver sa maison et adopte cette routine pour collecter des ressources et de la nourriture, tout en continuant à pratiquer la magie pour se renforcer. Un jour, il découvre une plage et n'hésite pas à plonger dans la mer. Mais il est soudainement attaqué par un monstre géant des profondeurs, ce qui le fait fuir précipitamment de peur. Plus tard, il crée un sort appelé jet abrasif, un jet d'eau ultra concentré qu'il utilise pour couper une roche parfaitement. Il découvre également que s'il renforce la glace avec de la magie, il peut l'utiliser comme un abrasif de grenat, et il commence à se sentir à l'aise avec l'utilisation de la magie. Une nuit, Ryo décide de retrouver le Dulahan qu'il avait laissé tranquille auparavant, armé cette fois d'une épée de glace. Il sait que le Dulahan ne figure pas dans l'encyclopédie des monstres, peut-être parce qu'il n'est pas considéré comme un monstre ou parce qu'il est trop avancé, mais il n'y attache pas d'importance, pensant qu'il peut l'apprendre par lui-même. Sans perdre de temps, il attaque de front, mais le Dulahan bloque chaque coup. Lors d'un contre-attaque, Ryo se protège avec un bouclier de glace, mais l'impact le déséquilibre légèrement. Lors de la prochaine attaque du Dulahan, Ryo l'esquive et tente de contre-attaquer, mais il échoue. Cela permet au Dulahan de le frapper sur le côté. Bien que Ryo se protège, l'impact est assez fort pour le faire tomber. Il accepte qu'il est incapable de vaincre cet ennemi, mais comme il n'est pas mort, il pense que cela vaut la peine de revenir chaque nuit. Il a l'impression que le Dulahan essaie de l'entraîner. À ce moment, le Dulahan crée une épée d'eau à partir de son arme, qu'il transforme ensuite en glace avec précision. Il s'approche de Ryo pour la lui remettre, mais son arme redevient normale après cela. Ryo suppose que le Dulahan veut qu'il apprenne à l'utiliser. En prenant l'arme, le Dulahan retourne dans l'eau et s'en va. Plus tard, en explorant le bois, Ryo rencontre un monstre volant et pense un instant qu'il s'agit du faucon de la fois précédente à cause de la cicatrice sur son œil, mais il doute car son apparence est différente. En l'analysant, il suppose qu'il a évolué. Quelques secondes plus tard, le monstre lui lance une attaque à longue portée, confirmant qu'il s'agit bien du même. Ryo utilise rapidement un mur de glace à 5 couches, mais en voyant sa barrière détruite par cette simple attaque, il court dans différentes directions pour compliquer les tirs du monstre. Il continue ainsi, contre-attaquant même avec son lance de glace, que le faucon esquive sans problème. Le monstre utilise alors un sort qui détruit instantanément son mur de glace, faisant croire à Ryo qu'il peut neutraliser la magie. À ce moment, il voit le faucon immobile dans l'air et se prépare, pensant qu'il va agir. Mais un éclair s'abat sur lui, qu'il esquive en sautant sur le côté, perdant malheureusement sa lance. Le faucon charge vers lui avec ses griffes, et Ryo réagit en dégainant son épée, à laquelle il ajoute un tranchant de glace. Il bloque l'attaque avec fermeté, sans répit. Le faucon continue de l'attaquer, mais Ryo parvient à bloquer ses griffes et ses projectiles avec son épée seule. À un moment, le monstre prend de la distance pour gagner de la vitesse et charger. En se préparant et en se concentrant, Ryo parvient à planter l'épée dans son corps dès qu'il s'approche. Une fois le faucon à terre, Ryo comprend son ressentiment, car c'est lui qui lui a blessé l'œil. Il lui dit qu'il a beaucoup progressé grâce à leur rencontre, ayant anticipé une nouvelle attaque et s'étant renforcé pour cela. Il comprend aussi que le faucon a évolué pour se venger. Par respect pour son orgueil, Ryo décide de lui porter le coup de grâce en retirant l'épée de sa blessure, ce qui suffit. On voit alors un dragon survoler ce même bois. Alors que Ryo rentre chez lui calmement, il est choqué lorsque cet être puissant atterrit devant lui. À sa grande surprise, le dragon lui parle par télépathie, disant qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire après si longtemps sans utiliser ce pouvoir. Il lui demande s'il n'a pas vu un oiseau évoluer à partir d'un faucon assassin. Ryo répond que oui et s'excuse s'il s'agissait d'un de ses vassaux, car il vient de le tuer. Le dragon le félicite pour cet exploit et remarque que ce qu'il porte à la ceinture est assez inhabituel. Lorsque Ryo lui montre, le dragon lui indique qu'il s'agit de l'épée du roi des fées, ce qui signifie que s'il la lui a donnée, c'est qu'il l'apprécie vraiment. Ryo profite de l'occasion pour poser quelques questions, et plus tard,
le dragon lui annonce qu'il doit partir, mais avant, il lui révèle son nom, Lewin. Rio se présente également. Dans un changement de scène, nous voyons Michael, l'ange, qui remarque que Rio possède un attribut caché, ce qu'il n'avait pas anticipé, car il n'en avait pas vu depuis la première femme qu'il a réincarnée, il y a 10 000 ans. Il révèle alors que l'attribut caché de Rio est la jeunesse éternelle. Cette histoire commence avec un jeune homme nommé Allen, qui écrit une lettre à Lydia pour s'excuser de son départ inattendu. En ce moment, il est dans un train en direction des terres du Nord. Il s'avère que le pauvre a échoué à l'examen pour devenir sorcier de la cour. On peut voir son professeur lui dire qu'il n'aurait jamais imaginé le voir échouer à un examen. Le professeur, un peu déçu, est interrogé par Allen, qui lui demande s'il connaît un travail auquel il pourrait postuler, car il n'a plus un sou pour rentrer chez lui. Son maître lui répond qu'en effet, il a un ami qui cherche un tuteur pour sa fille, mais seulement pour la saison du printemps, avec un excellent salaire. Le protagoniste ne s'attendait pas à devenir instructeur, mais son professeur appelle immédiatement son ami pour lui annoncer qu'il a trouvé la personne parfaite pour le poste de tuteur, décrivant Allen comme l'un de ses meilleurs élèves, malgré l'ironie de son échec à l'examen. Le professeur lui précise que son élève sera la fille des Howard, l'une des 4 grandes maisons ducales, et plus précisément Tina, une jeune fille désireuse d'entrer à l'Académie royale au printemps prochain. Allen trouve l'idée d'être le professeur de quelqu'un d'aussi importante intimidante, mais il pense à une certaine Rousse, également fille d'un duc, ce qui le rassure un peu. Et, au fait, le professeur avait déjà préparé le billet de train, ce qui laisse penser que le vieux avait tout prévu. Nous revenons au présent. Allen se demande quelles aventures l'attendent. À son arrivée, un homme nommé Graham, le majordome en chef de la famille Howard, l'accueille, accompagné d'Ellie, une apprentie servante. Ils doivent se rendre à la maison dans une voiture étroite. La première idée de Graham est de demander à Allen de prendre Ellie sur ses genoux, ce qui est évidemment très gênant. Ellie et Allen refusent, trouvant cela trop inconfortable, mais elle finit par accepter, disant que ça ne la dérange pas. Oui, c'est un peu forcé, si vous voulez mon avis. Ce qui est intéressant, c'est qu'Allen, en voyant le ruban dans ses cheveux, commence à soupçonner qui elle est vraiment. Comme il fait très froid pendant le trajet, Allen utilise un sort pour augmenter la température dans la voiture, impressionnant Graham et Ellie par la facilité avec laquelle il le fait. Mais Allen leur dit que cela est facile une fois que l'on a compris le processus. Une fois arrivés à la maison, Allen aide Ellie à descendre et s'excuse auprès de son Altesse pour l'avoir mise mal à l'aise. Oui, cette fille est la princesse, et Allen l'a deviné dès qu'il l'a vue à la gare. Comment? Parce qu'elle ne ressemble clairement pas à une servante, et le ruban qu'elle porte est littéralement orné de fils d'or, ce qui rendait évident qu'il s'agissait de Tina, sa future élève. Gênée d'avoir été démasquée, elle s'enfuit immédiatement, tandis que Graham demande à Allen d'entrer dans le manoir. Graham informe la véritable Ellie de l'arrivée d'Allen et lui demande de porter ses bagages à sa chambre. Mais Ellie est très maladroite et trébuche. Allen la sauve, heureux qu'elle aille bien, et lui caresse doucement la tête. Le majordome, furieux, remarque qu'Allen est bien comme son professeur l'a décrit, un charmeur inné avec les jeunes filles. Allen, perplexe, ne sait que penser, mais Graham, agacé, lui dit qu'il est temps de rencontrer le maître. C'est ainsi que nous rencontrons Walter Howard, le père de Tina, un homme très puissant. Il remercie Allen d'avoir accepté son invitation et mentionne qu'il a parlé de lui au professeur, qui n'a cessé de vanter ses mérites, convaincu qu'il n'y a pas de meilleur candidat. Il demande à Allen s'il sait en quoi consiste le travail. Allen répond qu'il s'agit d'être le tuteur de Tina pour une saison. Walter, irrité, reproche au professeur d'avoir mal expliqué. En réalité, bien qu'Allen doive être tuteur, son rôle est aussi de convaincre Tina d'abandonner son projet d'entrée à l'académie. Pour donner plus de contexte, Walter explique la situation familiale. Il y a 4 duchés, et grâce à leur aide inestimable dans la fondation de la nation, ils ont reçu de vastes terres au nord, sud et ouest. Les Howard gèrent les terres du nord depuis des générations et jouissent d'une grande réputation militaire. Cependant, tout cela semble s'éteindre avec cette génération. Tina a perdu sa mère très jeune, et Walter n'a que 2 filles, Stella, l'aînée, qui est entrée à l'académie mais n'est pas particulièrement talentueuse en magie, et Tina, qui n'a aucune aptitude magique, bien qu'elle possède du mana. Elle ne peut même pas lancer les sorts les plus basiques, et malgré les examens des meilleurs sorciers, personne ne comprend pourquoi. Walter trouve Tina courageuse, avec un fort sens du devoir, car elle a choisi d'aller à l'académie pour tenter d'utiliser la magie, bien qu'elle ait une autre voie. Il emmène Allen dans une zone où Tina a cultivé des plantes grâce aux connaissances laissées par sa mère dans des livres. C'est remarquable, car ces plantes ne poussent pas naturellement dans ce territoire, mais sa recherche a rendu cela possible. Walter espère que Tina restera pour continuer ce travail, qu'il juge précieux pour leur territoire. Allen réalise que ce travail sera bien plus compliqué que prévu, et tout cela à cause de son professeur. Il suggère à Walter que Tina devrait peut-être suivre le chemin qu'elle souhaite. Si elle devient capable d'utiliser la magie à un niveau suffisant pour entrer à l'académie, Walter la laissera-t-il faire? Walter répond que, si elle y parvient,
Il serait juste de la laisser y aller et promet à Allen de lui donner son autorisation. Allen le remercie, excité par ce défi inhabituel, une fille avec du mana mais incapable de lancer des sorts. Ce sera difficile, mais intéressant. Plus tard, un banquet de bienvenue est organisé pour Allen. Walter lui explique que tout est plus animé ici et qu'il est de coutume de manger avec les serviteurs, ce qui plaît beaucoup à Allen. Tina et Ellie arrivent, et Walter présente sa fille, prétendant qu'elle et Allen ne se sont pas encore rencontrés. Allen, ravi, dit qu'il connaît déjà Ellie et lui demande si elle a eu froid dans la voiture. Ellie ne comprend pas de quoi il parle, et Tina change rapidement de sujet pour éviter d'être démasquée. Walter interrompt pour demander une autre faveur à Allen. Ellie est l'unique héritière des Walker, une famille qui sert les Howard depuis des générations, et il veut qu'Allen lui enseigne aussi la magie. Ellie, peu confiante, pense qu'elle est mauvaise en magie et ne veut pas causer de problème. Allen lui demande si elle souhaite vraiment aller à l'académie avec Tina. Elle répond qu'elle adorerait, car elle aime beaucoup mademoiselle Tina. Allen la félicite et lui caresse la tête, ce qui déstabilise les deux filles. Ellie demande à Allen de la tutoyer et d'abandonner les formalités, ce que Tina et Walter approuvent. Soudain, un petit chat noir arrive, c'est Anko, le familier du professeur qui a recommandé Allen. Plus tard, Allen se rend dans la serre et entre dans une pièce où se trouve Tina. Il la taquine en l'appelant d'Altesse, ce qui l'agace, car ils avaient convenu d'abandonner ces formalités. Elle lui interdit aussi de mentir et se dit prête à entendre des vérités douloureuses. Allen promet d'être honnête, mais pense qu'elle semble tendue, probablement blessée par son incapacité à utiliser la magie, ce qui a créé des insécurités. Il lui annonce qu'ils ne commenceront pas encore les leçons pratiques, mais qu'il va lui faire passer un examen écrit. Il explique que l'entrée à l'Académie royale comprend une partie écrite, un entretien et une épreuve de magie. Vu qu'elle veut se concentrer sur la magie, Allen veut d'abord évaluer ses connaissances écrites. Tina doute, car les examens changent chaque année, mais Allen clarifie que ce n'est pas vrai, les épreuves suivent des schémas qui se répètent sur des décennies ou des siècles, ce que peu de gens remarquent. Il lui donne une feuille avec des questions types et lui demande de les résoudre aujourd'hui. Plus tard, Allen admet que Tina est aussi intelligente qu'une de ses connaissances, Lydia Leinster, du Duché du Sud, dont il semble ne pas pouvoir se débarrasser. Lydia est forte, intelligente, cultivée, possède beaucoup de mana et a maîtrisé un sort suprême appelé Oiseau de Feu. Allen mentionne cela car Tina semble être à son niveau en termes de connaissances. Le lendemain, il lui rend l'examen, la félicite et annonce qu'ils se concentreront désormais sur la magie pratique. Tina se décourage, craignant d'échouer comme toujours et de décevoir ses professeurs. Allen la rassure, disant qu'il n'y a rien de mal à cela, car lui-même a récemment déçu son propre maître. Tina doute, ayant entendu qu'il est talentueux, connu comme le cerveau de la noble lame. Allen explique qu'on le connaît seulement parce qu'il supporte les excentricités de Lydia. Il avoue avoir moins de mana que la moyenne et pense n'avoir été admis à l'université que grâce à sa capacité à gérer Lydia. Il ajoute que l'académie est très stricte, avec des cours rigoureux et un taux d'échec élevé. Avant de commencer la leçon, il lui demande si elle veut vraiment aller à l'académie ou si elle y va par obligation. Tina insiste, elle veut y aller par choix, pas par devoir. Allen mentionne qu'elle pourrait rester et continuer ses recherches sur les plantes, mais Tina avoue qu'elle aime ses plantes, mais qu'elle a une autre motivation. Petite, sa mère lui lisait un conte où des héros utilisaient une magie puissante, et elle a toujours voulu faire de même avec la grande magie. Allen note qu'aucun maître de cette magie n'est encore en vie, mais ils doivent essayer. Tant qu'elle est déterminée, ils trouveront un moyen. Soudain, Ellie arrive, maladroite comme toujours, et trébuche, faisant voler des bougies. Allen la rattrape et utilise sa magie pour poser les bougies sur la table. Tina, jalouse, leur demande de s'éloigner. Allen commence la leçon en demandant à Tina de parler des éléments de base. Elle explique qu'il s'agit du feu, de l'eau, du vent, de la terre, de la foudre, de la lumière et des ténèbres. Chaque personne naît avec une affinité pour l'un de ces 7 éléments. La famille Howard excelle dans l'eau et le vent, qu'ils combinent pour créer de la magie de glace. Allen dit que c'est à moitié correct et lui demande ce qu'elle sait des forces et faiblesses. Par exemple, hier, il a régulé la température dans la voiture avec 3 éléments, feu, eau et vent. Bien qu'on pense que l'eau et le feu sont opposés, il a une théorie étrange selon laquelle il n'existe pas d'affinité spécifique avec un élément. Il veut qu'elles ouvrent leur esprit et essaient différents éléments. Il demande à Ellie quel type de magie elle maîtrise, et elle répond, feu et vent. Il lui demande d'allumer une bougie, ce qu'elle fait facilement, puis de créer du vent. Elle y parvient partiellement, et Allen la félicite pour son potentiel à utiliser 2 éléments si rapidement. Ellie doute de son talent, mais Allen pense qu'elle pourrait obtenir l'un des premiers rangs à l'examen. Autour de Tina, Allen perçoit son flux de mana, notant que sa concentration et son exécution sont impeccables, mais elle échoue à nouveau à activer un sort. Il trouve cela incroyable et pense qu'il faut découvrir pourquoi sa magie ne s'active pas. Il l'encourage, disant qu'avec assez de pratique, elle y arrivera. Il allume les bougies de différentes manières et couleurs, lui rappelant qu'on le considérait sans talent, et pourtant, il y est parvenu. Pendant ce temps, Lydia reçoit la lettre d'Allen et apprend où il se trouve. Furieuse, elle ne compte pas lui pardonner.